Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir ce soir. Je suis honoré. Donc, on va effectivement parler de travail. En fait, le travail, c'est un drôle d'objet, au sens où c'est une espèce de truc protéiforme qui vient de prendre un gros coup de chaud avec le Covid. Et ce que je vous propose peut-être, c'est déjà d'emblée de régler une question. C'est concrètement aujourd'hui, que font les entreprises face à cette crise sanitaire et comment est-ce qu'elles sont en train de se réadapter et de réadapter leur organisation et leur management du travail. Très rapidement, quatre pistes, quatre pratiques en tout cas de nous qu'on observe, c'est pas des scoops. Première pratique, elles ont toutes à peu près décidé de dire qu'il fallait être là sur site 2 à 3 jours par semaine. Bon, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans une trentaine d'entreprises qu'on a étudiées, plus des entreprises qu'on accompagne. Deuxième pratique qu'on observe, euh, elles commencent je dirais, s'intéresser de près à leur mètre carré. Il faut savoir que les bureaux, c'est en moyenne c'est environ le deuxième poste de dépenses budgétaires. Euh, Après la masse salariale, c'est environ 12% de la masse salariale. Donc, elles sont en train de réduire un peu la voilure. Ou, quand on n'est pas dans des territoires où le mètre carré est trop cher, de rendre leurs espaces un peu plus attractifs. Troisième pratique qu'on observe, c'est en matière d'outils, en matière de technologie. Elles ont clairement équipé tous leurs salariés du kit de base, une tablette, Teams ou Zoom dessus. Et puis le quatrième point, peut-être le plus important, c'est qu'elles se préoccupent un peu de leur population. On parle toujours du télétravail, mais on oublie quand même que les emplois télétravaillables, c'est à peine 35-36% des emplois. Il y a donc tous ceux qui sont en première ligne. Donc il y a un vrai problème d'équité entre ces deux populations. Et puis ceux qui prennent le plus cher, et je pense qu'il y en a pas mal dans cette salle, c'est les managers. On est en train de se rendre compte que on voit des burn-out arriver pour des problèmes de charge mentale un peu trop lourde, avec des managers qui sont censés régler un peu tous les problèmes. Là où avant c'était dans un espace-temps relativement concentré, aujourd'hui ils sont obligés de courir un peu partout. Voilà, donc quatre grandes pistes. Je vous propose de pas m'étendre davantage. Il n'y a pas de scoop, vous les connaissez. Ce qui m'intéresse, et c'est ça que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est plutôt de prendre de la hauteur, de prendre un peu de recul et de voir comment le travail est en train de bouger. Euh, Philippe Barlet le disait rapidement tout à l'heure. La fenêtre dont je vais vous parler, en fait, c'est un angle un peu, on va dire, scientifique, entre guillemets. On a réalisé 3 enquêtes auprès de 700 personnes. On a étudié une dizaine de grosses études qui traversent le monde du travail depuis une dizaine d'années. On participe aussi à des recherches. On a monté un laboratoire d'innovation et de prospective en matière de travail. On a monté aussi un certain nombre d'expérimentations. On a interviewé une centaine de dirigeants et de DRH. Et donc, c'est à l'aune de tout ce matériau qu'on mouline depuis une douzaine d'années, et là tout particulièrement depuis 2 ans, qu'on a vu émerger ou qu'on voit émerger 6 grandes mutations du travail. Et ce sont ces 6 grandes mutations que je vous propose de partager avec vous ce soir. Ces 6 grandes mutations, elles elles ont un ressort très important, très structurant, qui est le digital. Et aujourd'hui, on parle d'ailleurs du digital comme d'un fait social total, c'est-à-dire qui touche toutes les dimensions. Je dirais que la crise sanitaire n'a fait qu'amplifier et qu'accélérer un mouvement qui était déjà à l'œuvre depuis une vingtaine d'années, qui était en train de pousser et qui effectivement a connu un gros coup d'accélérateur. Quand on regarde les chiffres des entreprises digitales, on a un peu le vertige. Je vois que Google a passé la barre des 2000 milliards de dollars de valorisation boursière. Apple aussi d'ailleurs, qui était encore à 1600 milliards de dollars il n'y a pas si longtemps. Google était à 1000 milliards de dollars en 2020, 2000 milliards en 2021. Ça donne un peu la mesure, en tout cas, de ce qui s'est produit. À titre de comparaison, Apple, donc 150 000 salariés, 2000 milliards de dollars de valorisation. Orange, 150 000 salariés, 20 milliards de dollars de valorisation. BNP, 15 milliards. L'Oréal, 12 milliards. Ça permet juste de resituer les choses et de voir à quel point, effectivement, cette question
du digital est en train de s'installer structurellement et de prendre de plus en plus de place. Alors, je le disais, 6 grandes mutations, et c'est celle que je vous propose maintenant de balayer tranquillement. La première mutation, peut-être la plus importante qu'on observe dans le champ du travail, c'est la mise sous tension du cerveau. Notre cerveau, c'est 86 milliards de neurones, chaque neurone étant en moyenne connecté à 10 000 autres, ou en tout cas établissant 10 000 connexions. Notre cerveau, il pèse pas très lourd, il pèse 2 kilos, mais il consomme à peu près 20% d'énergie. On estime qu'il a une bonne plasticité, mais les neuroscientifiques sont unanimes pour dire que notre cerveau n'a jamais connu ça et que depuis une vingtaine d'années, il prend cher. Il prend cher. Et Philbert le disait tout à l'heure en introduction, j'ai 3 agences. La dernière agence que j'ai montée, c'est avec des docteurs en neurosciences. Et donc, on regarde d'assez près le cerveau qui travaille et qui apprend. Et on se rend compte que, effectivement, le cerveau prend cher. Il prend cher, surtout depuis une dizaine d'années. En fait, l'histoire a vraiment commencé. Il y a une date que personne ne connaît et pourtant elle est importante. C'est 1971. C'est l'envoi du premier mail par un gars qui s'appelle Ray Tomlinson. Il envoie son mail et puis ce qui se passe, c'est que 30 ans, 40 ans plus tard, on va tous se retrouver un peu comme des ouvriers à la chaîne, avec des chaînes de mails qui nous arrivent tous les jours. Et si on ne les traite pas dès le dimanche, on voit bien qu'on est en retard et qu'on va on va se retrouver un peu comme Chaplin dans les temps modernes, à devoir accélérer le traitement de ces mails. Et puis, à la suite de Tomlinson et de l'invention du mail, quelques années plus tard, en 94, Amazon, 98, Google, 2004, Facebook, 2006, Twitter, 2007, l'iPhone. Et finalement, tous ces outils, toutes ces mécaniques nous notifient tous les jours, nous interpellent tous les jours, à tel point que ça a donné lieu à la naissance d'une discipline, d'une science, en Californie, qui s'appelle la captologie, hein, que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est l'art de capter l'attention. Et ça devient la discipline phare en Californie. Il y a un gars qui s'appelle Matthew Crawford, qui est docteur en sciences cognitives, qui compare l'industrie digitale à l'industrie agroalimentaire des années 70, quand on a commencé à mettre des colorants, et toutes sortes d'arômes dans les aliments, jusqu'à l'obésité qu'on connaît aujourd'hui. En fait, ce qui est en train de se produire dans le monde en général, et notamment dans le monde du travail, c'est que cette fameuse guerre des temps de cerveau dont parlait Patrick Lelay avec beaucoup d'avant-garde, et que cette guerre des temps de cerveau aujourd'hui fait que dans le monde du travail, nos usines sont nos cerveaux, notre matière première est de l'information, et que cette matière première d'ailleurs est souvent trop abondante et parfois frelatée, nous arrive quand on ne le souhaite pas forcément, et nous avec nos usines cerveau, il faut qu'on traite tout ça. Et aujourd'hui, en fait, on le fait très très mal, et ça nous coûte cher. Et ça nous coûte cher, en fait, sur quatre points. Premier point, c'est une extrême fatigue. Il faut savoir qu'on a perdu 50 minutes de sommeil en 25 ans, en moyenne, et nos adolescents ont perdu encore un peu plus. Or, on sait que le sommeil, c'est la tour de contrôle de la mémoire, de la cognition, de la relation sociale et autres. Deuxième grosse conséquence, c'est sur le niveau d'anxiété. On sait que les écrans là-dessus génèrent et fabriquent de l'anxiété. Et on l'a vu, j'en reparlerai tout à l'heure, mais on l'a vu avec la crise sanitaire. On a vu effectivement un taux de consultation psychiatrique augmenter de façon assez impressionnante, et de problèmes psychiatriques en tout genre, j'en reparlerai aussi. Troisième conséquence, c'est les problèmes de concentration et de mémoire. Et là aussi, dans le monde du travail, ça pose problème parce qu'effectivement, on se rend compte que les gens ont du mal à se concentrer plus d'un quart d'heure, 20 minutes. On estime que le temps de concentration moyen, aujourd'hui maximal, sera à peu près de 18 minutes, et qu'au-delà de 18 minutes, on n'arrive pas à tenir. Et puis enfin, la quatrième conséquence, c'est de la surémotivité. On est en hyper-réaction permanente, et ça ne devrait pas continuer à s'arrêter, loin de là. Alors, face à ça, on imagine aujourd'hui 4 pistes dans les laboratoires qui bossent sur le travail et sur cette question de l'impact du digital sur le travail. La première piste, c'est de soigner le mal par le mal, en quelque sorte, hein, et c'est d'utiliser
des outils d'assistance cognitive. Alors finalement, les outils d'assistance cognitive, on passe notre temps à en utiliser sans se dire que c'est un outil d'assistance cognitive. Quand on est venu ici et quand vous êtes venu ici, vous avez probablement branché votre GPS et c'est ni plus ni moins qu'un outil d'assistance cognitive. Euh, Ça, c'est aussi un sacré outil d'assistance cognitive quand j'ai besoin d'appeler un téléphone ou de faire quoi que ce soit. Mais on commence à le développer de plus en plus. On a aussi travaillé sur des interfaces homme-machine. Hein, l'interface orale, par exemple, je commande quelque chose à mon ordinateur. L'interface gestuelle ou l'interface cérébrale. L'enjeu étant là aussi d'alléger le cerveau en permettant à ce cerveau de consulter plus facilement la machine, presque comme si elle était à portée de main, ce qui peut faire un peu peur parfois, ou à portée de cerveau. Donc, deuxième piste, face à cette surcharge cognitive, c'est tout simplement de mieux comprendre comment marche son cerveau. Donc nous, on fait beaucoup de boulot, on passe beaucoup dans les entreprises, en faisant des expos, en faisant des conférences autour des notions de dopamine, de sérotonine, du circuit de la récompense, de qu'est-ce qui fait quand même qu'on ne peut pas s'empêcher d'aller regarder ses mails. Ben, c'est que le circuit de la récompense s'active et du coup crée une petite addiction qui fait qu'on n'arrive plus à décrocher de son écran. Donc faire la pédagogie du cerveau dans son entreprise, mais aussi avec ses enfants, c'est une bonne façon à un moment donné de mettre, de mettre ce digital à distance et de reprendre un peu la main sur son cerveau. Et puis il y a une troisième piste qui est intéressante, que nous racontent beaucoup les neuroscientifiques, c'est de développer une nouvelle forme de capacité, c'est la capacité à se ménager. Alors c'est vrai que quand on est patron de boîte, ou que dire, comme moi je suis patron de ma boîte, hein, on a une trentaine de consultants, j'ai pas forcément envie de crier trop fort à mes consultants, et les gars, apprenez à vous ménager. Mais en même temps, je vois bien quand même que de plus en plus, j'y ai intérêt. Et plus précisément, en fait, il y a trois pistes qui sont en train de se dessiner. D'abord, il y a la flânerie. Les neuroscientifiques nous disent réapprenez à flâner. Quand vous attendez quelqu'un, sortez pas tout de suite votre téléphone portable pour vous occuper. Flânez. Culpabilisez pas de vous affaler sur votre canapé le samedi après-midi. La flânerie mentale, il n'y a rien de tel pour se reconstituer. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est de renoncer définitivement à ce qu'on appelle le multitasking. Arrêter de faire deux choses à la fois. Et au risque de vous décevoir, mesdames, même les femmes, en fait, qui nous ont toujours fait croire qu'elles pouvaient faire deux choses à la fois et pas nous, c'est pas vrai. En fait, personne. Je crois qu'il y a 1% de la population statistiquement qui est vraiment capable de faire bien deux choses en même temps. Après, on peut s'entraîner à faire deux choses en même temps, mais globalement, ça va pas de soi. Et il semblerait qu'une réunion une réunion de 2 heures pendant laquelle on essaye de traiter ses mails tout en écoutant et en participant, équivaut à la fatigue après une nuit presque blanche, donc à une fatigue cognitive extrêmement forte. Donc le multitasking, il vaudrait mieux oublier. Et puis, la troisième piste toute bête, pour ceux qui le font, c'est d'arrêter de faire les to-do list. La to-do list, en fait, c'est super rassurant parce qu'on se dit qu'on maîtrise tout et qu'on n'a rien oublié. Mais en fait, c'est un puissant fond qui nous met dans une situation de surcharge permanente. Donc voilà, c'est trois petits trucs pour faire mieux. Le cerveau en tension, ça c'est la première mutation. On voit qu'il y a des pistes. Donc en résumé, 86 milliards de neurones qui sont chahutés tous les jours et qui vont l'être de plus en plus. Des conséquences assez dramatiques en termes, enfin dramatiques, assez coûteuses et qui pourraient être dramatiques en termes de fatigue, d'anxiété, de surcharge, en tout cas de tension à tous les niveaux, et puis de mémoire, de surémotivité, et puis des pistes, des outils d'assistance cognitive, une meilleure compréhension du cerveau et une capacité à se ménager. Deuxième mutation qui traverse le travail, c'est ce qu'on pourrait appeler le délitement des cadres spatio-temporels du travail. Ça ne vous a pas échappé. Ce délitement du cadre spatio-temporel du travail, en fait, c'est une énorme révolution dans le monde du travail. Pour faire court, on pourrait dire que le monde du travail a connu deux périodes et est en train d'en connaître une troisième. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, c'est Dame Nature qui structure le travail. C'est les saisons, c'est le jour et la nuit, c'est le soleil et la pluie. Et l'activité étant principalement agricole, effectivement, on se cale sur la nature. Arrive James Watt, 1780, avec l'invention de la machine à vapeur, et puis l'invention de l'électricité, et puis tout ce qu'on connaît. Donc vient de s'ouvrir une deuxième ère, l'ère industrielle,
à peu près à partir de 1750-1800 jusqu'à aujourd'hui. Et là, finalement, c'est l'espace et le temps et la machine qui vont structurer le travail. Et puis, bim, arrive le digital et avec lui son accélérateur, le Covid. Et là, effectivement, l'espace et le temps se fissurent, se délitent. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se retrouve finalement avec aujourd'hui à la fois un sentiment de liberté, évidemment assez important, mais on se retrouve aussi avec trois risques. Le premier, et vous devez le percevoir déjà un peu intuitivement, c'est le délitement des collectifs. J'en reparle tout de suite après. Le deuxième, c'est un risque que les salariés qui demandent beaucoup le télétravail ne voient peut-être pas venir, c'est le risque d'externalisation vers des régions moins coûteuses, des régions du monde moins coûteuses. À partir du moment où je ne vois plus mes salariés, je n'ai pas forcément besoin de les payer au prix des pays occidentaux et autant aller taper du côté de l'Inde ou du côté du Maroc. Donc il y a un petit risque quand même qu'il ne faut pas négliger de ce point de vue-là. Puis un troisième risque dans ce délitement du cadre spatio-temporel, c'est qu'il y a une hyper-responsabilisation, c'est-à-dire que chacun devient un peu un petit entrepreneur de lui-même, ce qui n'est pas si mal que c'est et pas si désagréable, mais en même temps avec le risque effectivement que certains se sentent un peu trop responsables. Et là aussi, j'en discutais avec un médecin du travail qui est par ailleurs épidémiologiste et qui me disait que les stades de burn-out depuis le début du confinement sont beaucoup plus importants du fait notamment de personnes qui n'arrivent plus à s'arrêter de travailler. Alors, les pistes à ce stade, c'est quoi? C'est de retravailler sur les espaces de travail et de les refondre. Et ça, c'est ce qu'on est en train de bosser aujourd'hui avec d'autres experts en aménagement autour de trois pistes. Pourquoi les espaces de travail? Pour évidemment donner envie aux gens de revenir un peu, pour réinventer un cadre spatial qui s'est délité depuis 2 ans. Et tant qu'on ne sait pas mieux faire, on se dit qu'on a intérêt à miser sur cet espace de travail pour donner aux gens envie de venir. Simplement, on sait aussi qu'ils vont y venir y faire des choses différentes, ça vous le savez. Il y a trois drivers sur les espaces de travail. Faire en sorte que ces espaces génèrent de la fierté. Et là, au passage, il ne suffit pas de mettre des baby-foot et vous le savez bien, et des toboggans comme chez Google. La fierté, elle peut être, elle sera même nécessairement rattachée à vos métiers. Hein, par exemple, je parlais avec le patron des sous-mariniers français qui me racontait à quel point les sous-mariniers étaient fiers de dormir sur une bannette sur un lance-torpille pendant 3 mois. Et les conditions de vie dans un sous-marin nucléaire ne sont pas géniales. Mais par contre, en termes de fierté, ça surpasse largement ces conditions de travail. Deuxième piste, deuxième driver, pardon, des espaces de travail, faire des espaces qui soient le plus élastiques possible pour pouvoir les reconfigurer. Donc on travaille beaucoup à partir du mou et du dur. Le mou étant ce qui n'est pas cher et ce qu'on peut rapidement faire bouger. Le dur étant le mur porteur ou l'investissement un peu plus lourd. Et on essaie de réduire la part du dur pour agrandir la part du mou. Et puis enfin, on travaille beaucoup sur les espaces ressources. Par exemple, on intervient pour essayer d'imaginer des espaces qui permettent de se décharger cognitivement. On a intervenu par exemple pour une société de trading à Bordeaux qui fait de trading de grands crus, qui nous demandait de l'aider à soulager le cerveau de ces traders qui passent leur temps à mouliner de l'info. Et donc on a créé des espaces et des objets qui leur permettent de réduire cette tension cognitive. C'est évidemment aussi des espaces qui doivent permettre de mieux socialiser. Et puis, côté temps, on travaille sur deux pistes, du cadrage formel et du cadrage informel. D'un point de vue formel, c'est d'installer des rites et des rythmes. D'un point de vue informel, c'est d'ouvrir et de stimuler et d'organiser, même si c'est un peu paradoxal pour l'informel, des moments qui ne sont pas programmatiques et de multiplier ces moments dans l'année parce qu'on s'est rendu compte pendant le confinement qu'effectivement l'absence d'informel créait de l'appauvrissement et de la socialisation. Et ça m'amène au troisième. Alors, donc, en résumé, un deuxième mutation, un délitement du cadre spatio-temporel, des conséquences qui peuvent être assez lourdes en termes
de risque d'externalisation, en termes de délitement du collectif et en termes d'hyper-responsabilisation. Et des pistes, alors pour le coup, je suis très modeste, hein, des pistes provisoires de réaménagement de ces espaces de travail à travers ces 3 drivers que je donnais, la fierté, l'élasticité et en faire un espace ressource, et à travers un rapport au temps qu'on réinvente autour de rites et de rythmes d'une part et autour de la formelle d'autre part. La troisième mutation, pardon, qui me paraît importante et qu'on observe dans notre labo, c'est, je dirais, un effritement des collectifs. Ou en tout cas, une relation à l'autre qui est en train de... Enfin, qui pose problème. Je m'explique. Pendant le confinement, il y a un terme qui est arrivé, qui était un peu tabou, qui est le terme de santé mentale. Et on a commencé à constater qu'il y avait des problèmes de santé mentale et que la question de la santé mentale devenait une question de santé publique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre santé mentale, elle repose sur ce qu'on appelle notre cognition sociale. Cognition, C-O-G-N-I-T-I-O-N, sur notre cognition sociale. La cognition sociale, c'est quoi ? C'est l'étendue de mes relations, c'est la profondeur de mes relations et c'est le rythme de mes relations. En clair, cette cognition sociale, elle fonctionne bien si j'ai beaucoup de relations, si mes relations sont profondes et régulières. Elle fonctionne mal si au contraire je me replie sur moi. Et pendant le confinement, évidemment, on s'est replié sur soi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on perçoit moins bien les expressions des uns et des autres. Il se passe qu'on les interprète moins bien et il se passe qu'on produit des expressions qui sont assez décalées par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et on s'est rendu compte que la plupart des maladies mentales, sinon toutes les maladies mentales, venaient d'un problème de cognition sociale. Et effectivement, hein, si on pense par exemple à quelqu'un qui est paranoïaque, si j'étais totalement paranoïaque ou même un peu paranoïaque, j'aurais probablement une perception de vous un peu agressive. Je l'interpréterais comme un danger et il est probable que soit je partirais en courant, soit je sortirais peut-être un pistolet puis je tirerais sur tout le monde. En tout cas, sur une grosse maladie mentale, ça pourrait faire ça. Je vous rassure, j'ai une bonne cognition sociale, je crois. En tout cas, on s'est rendu compte que il allait falloir prendre davantage soin de cette fameuse cognition sociale. Alors, pour prendre soin de cette cognition sociale, on est en train d'explorer 2 pistes. La première, c'est la plus évidente, c'est de restaurer son capital social et donc de tout faire pour entretenir ce capital social. A priori, vous êtes plutôt bon, parce que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez fait l'effort de vous dire « ouais, je sors dans le froid, je vais parler du monde », et en même temps, c'est un bon entraînement et on en a besoin. On en a besoin et quelqu'un qui ne le fait pas, encore une fois, prend le risque tout doucement de se rétracter et d'avoir des problèmes de santé mentale. La deuxième piste, qui est beaucoup plus originale, qui est encore une piste assez confidentielle, c'est d'une part la transe. Il semblerait que la transe active des aires cérébrales qui sont favorables à la cognition sociale. Alors, la transe, ça nous vient notamment de Mongolie, des chamans, et peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, hein. C'est en train de se développer. Il y a même un institut qui s'est créé il n'y a pas longtemps qui s'appelle l'Institut Transscience. Il y a une formation à Paris 8 maintenant pour apprendre à entrer en transe, pour activer des aires cérébrales qui permettent de développer sa cognition sociale. Et donc, aujourd'hui, on se dit qu'il y a une piste assez porteuse à stimuler la transe pour faciliter, pour améliorer cette cognition sociale. Puis il y a une deuxième piste, si vous avez la flemme d'entrer en transe, ou si vous ne savez pas trop comment entrer en transe, ou si ça vous paraît un peu perché. Une deuxième piste, c'est de prendre des drogues psychédéliques. Il y a 4 drogues, en fait. Il y a des recherches très, très sérieuses sur les drogues psychédéliques, mais en microdosing. En microdosing, c'est-à-dire que, par exemple, alors, les 4 drogues, je vous les donne. Vous allez voir, ce n'est pas les moindres. Hein, c'est le LSD, le MDMA, la drogue de l'amour, j'ai oublié la troisième, et puis la psilocybine, les champignons hallucinogènes. Et en fait,
en prenant une microdose. Alors une microdose, on estime que c'est entre 1 et 5%, parfois ça peut monter jusqu'à 10% d'une prise normale, enfin d'une prise pour avoir des effets hallucinogènes. Donc en prenant une microdose, une fois tous les 3 jours, alors là aussi les protocoles varient, ils sont en train de tester, ça va d'une fois tous les 3 jours à une fois tous les 2 mois, donc vous voyez que là, on est vraiment encore au tout début. Il semblerait que ça ait des effets sur l'anxiété, sur le sentiment de se sentir agressé, sur l'estime de soi. Ça n'a que des effets vertueux, manifestement, et sans pour autant que ça ne génère a priori d'effets de dépendance. Donc, la transe ou le microdosing, à vous de choisir. En tout cas, si vous vous sentez un peu misanthrope et que vous avez distribution à Philbert dit qu'on fera une distribution tout à l'heure. En tout cas, ouais, ça pourrait être un cadeau de fin d'année à vos équipes qui peut faire du bien à tout le monde et que tout le monde s'aime, ce serait merveilleux. Donc à ce stade, on a déjà vu 3 mutations. Je les reprends juste pour qu'on les ait bien en tête. Hein. Notre cerveau est en tension, ça vaut le coup de lui venir en aide et d'en prendre soin. Notre cadre spatio-temporel s'est délité. Ça vaut le coup de le reconfigurer un peu si on ne veut pas se retrouver totalement hors sol, voire s'inscrire dans des logiques d'externalisation que j'évoquais tout à l'heure. Troisième mutation, les collectifs risquent d'être fragilisés par ce repli sur soi du fait du digital. Ça vaut le coup de développer son capital social pour développer sa cognition sociale. Et ça, on peut le faire à la fois, évidemment, de façon très simple, comme vous le faites ce soir, mais on peut le faire aussi, on pourra le faire de plus en plus par la transe et à travers les drogues psychédéliques. Quatrième transformation du travail, c'est ce que j'appelle la tentation du contrôle digital. En fait, on s'est rendu compte notamment en 2020, au moment du premier confinement, on s'est rendu compte qu'il y avait une explosion des demandes de logiciels espions. Aux États-Unis, la demande de logiciels espions a augmenté de 500%. Hein, ces logiciels espions, c'est des logiciels qu'on installe sur les ordinateurs pour suivre le travail de ses collaborateurs. Et effectivement, ça, c'est le syndrome Big Brother. C'est l'envie de mettre sous surveillance ses collaborateurs pour s'assurer qu'ils font le job. Alors, en Europe, on est relativement protégé par le RGPD. Pour autant, la tentation est forte, loin des yeux, loin du cœur. Donc, effectivement, je suis mes collaborateurs à la trace. Mais au-delà de Big Brother, il y a un deuxième risque, c'est celui de Big Mother. Big Mother, c'est plus subtil. Deliveroo, Uber et quelques autres l'ont déjà testé. C'est qu'en fait, je contrôle le travail de mes collaborateurs à travers des algorithmes. Est-ce qu'ils travaillent au rythme que j'attends d'eux, au rythme calculé par mes algorithmes, hein. Donc je peux assez facilement tracer le travail à partir du moment où une activité est digitale, c'est-à-dire se déroule avec toute ou partie de mes doigts et mon cerveau derrière un écran. Je capte des données, je peux les traiter, je peux établir des moyennes, et à partir de là, c'est ce que fait encore une fois Deliveroo ou Uber quand ils calculent des durées moyennes de course, des temps moyens d'attente, etc. Donc Big Mother, c'est à la fois des algorithmes, et puis, comme on n'est pas capable encore de tracer de façon digitale la relation de service, le face-à-face, bon, on a réinventé, si j'ose dire, le principe de la notation. La notation, c'est le dernier kilomètre, et la boucle est bouclée. Je peux contrôler mes salariés à travers des algorithmes d'une part, et à travers des notations d'autre part. On s'est amusé, nous, dans mes 3 agences, là on a expérimenté il y a 3 mois, on a développé une petite appli où on se notait tous les uns les autres toute la journée pour voir ce que ça faisait. C'est assez vertigineux. J'en dis pas plus, mais on pourra en reparler tout à l'heure si ça vous intéresse. En tout cas, il y a une vraie tentation de l'hypercontrôle. Alors, évidemment, la conséquence de cette tentation, c'est d'abord de créer une société de la méfiance, et on sait quelque part que ce n'est pas forcément très, très malin sur le plan productif. C'est ensuite de favoriser ou de soutenir l'injustice. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé par exemple de prendre un Deliveroo, un Uber, et puis le gars me dit je suis hyper en colère, j'ai quelqu'un qui vient de me noter, qui m'a mis 3,5 sur 5 alors que j'étais poli avec lui, j'ai pas compris pourquoi.
Cette société du contrôle digital, c'est une société aussi d'un contrôle un peu aveugle qui peut rapidement fabriquer ce type d'injustice. Et puis, ça peut aussi fabriquer ce qu'on appelle de la moyennocratie, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des moyennes qui sont établies, qui dictent nos comportements, ce que doit être un bon comportement. Et si on n'est pas dans cette norme-là, on saute. Pour ceux qui ont vu, par exemple, parce qu'on en a beaucoup parlé, je crois, j'ai un trou de mémoire. Bon, l'histoire de Black Mirror, merci beaucoup. Avec cette histoire de notation sociale qu'on connaît maintenant en Chine, on voit bien ce que veut dire la moyennocratie. Alors, pour éviter ce qui finalement, à travers ce surcontrôle, fabrique du désengagement, parce que c'est ça à l'arrivée, en tout cas vous en tant que dirigeant et codir, et moi aussi d'ailleurs en tant que dirigeant, ma première préoccupation c'est d'avoir des gens plutôt engagés. Donc j'ai deux solutions. La première, c'est qu'il va falloir rééquilibrer les modes de contrôle. Et c'est simple, hein, les modes de contrôle, il y en a 5. On en a besoin d'ailleurs. Le tout, c'est qu'ils soient équilibrés. Chaque mode de contrôle pris exclusivement est dangereux. Contrôle des moyens. Est-ce que la personne s'est conformée aux moyens qu'on attendait d'elle pour bien travailler? Avant, c'était 9h, 18h. Ça ne voulait pas dire qu'elle faisait le job entre 9h et 18h, mais au moins, elle se conformait aux moyens. Contrôle des moyens. Contrôle des résultats. Contrôle social. Malgré tout, le contrôle social, c'est le regard des autres, et ça participe aussi d'une vie en société, d'une vie en entreprise. L'autocontrôle, évidemment, jusqu'où je me contrôle et je m'autorégule, et puis le contrôle digital quand même, qui de toute façon sera de plus en plus inévitable. Et c'est dans notre capacité à équilibrer ces 5 modes de contrôle et à les faire varier d'une personne à une autre, d'un métier à un autre, d'une situation professionnelle à une autre, qu'on devrait éviter une forme de dystopie, celle effectivement décrite par Black Mirror, d'un hyper-contrôle digital. Mais surtout, la deuxième piste qui me paraît peut-être la plus intéressante, c'est de travailler sur l'engagement. Et l'engagement, quand on va voir du côté des labos de recherche, ils pointent 4 leviers en matière d'engagement. Et vous allez voir, ce n'est pas des scoops, mais c'est bien de se les rappeler. Le premier, c'est le plus évident, on l'entend tout le temps, c'est le sens. S'il n'y a pas de sens, le gars se désengage. Donc faire la pédagogie de ce qu'on demande aux gens, donner à voir la mission qu'on s'est donnée ou la vision qu'on a de notre boîte, il faut le faire et le refaire encore. Deuxième levier d'engagement, qui est plus récent celui-là, c'est le plaisir. La notion de plaisir, elle est en train de prendre de plus en plus de place. Ça peut se traduire, par exemple, par une atmosphère agréable dans ma boîte. La lumière, le bruit, on travaille avec des designers de son et de lumière pour essayer de créer des atmosphères un peu plus agréables. Ça peut se traduire par ce qu'on appelle de la gamification. Comment je ludifie, comment je rends, comment par exemple j'amène des ingénieurs de formation à jouer quand ils créent des formations. Comment j'amène des commerciaux à jouer. Donc comment j'installe du jeu sans infantiliser pour autant les gens, mais comment j'utilise des ressorts ludiques. Troisième piste d'engagement, troisième facteur, troisième ressort d'engagement, c'est la socialisation. Et ça, on l'a bien vu depuis 2 ans. L'humain reste un animal social. Il a besoin des autres. Et travailler sur de la rencontre dans son entreprise, travailler sur des échanges, travailler sur du partage, aider la personne à socialiser, ça participe aussi d'une forme d'engagement. Et d'ailleurs, les jeunes générations l'ont souligné en disant de façon assez majoritaire qu'elles voulaient revenir. Elles ne voulaient pas bosser qu'à distance parce qu'elles avaient besoin de se confronter aux autres et de se socialiser. Et puis la quatrième piste, le quatrième ressort, c'est ce qu'on appelle l'empowerment. C'est la capacité d'agir, c'est de donner aux gens le plus de capacité d'agir possible. Donc c'est de l'autonomie, c'est de la délégation, c'est de la simplification des process. Il n'y a rien de pire que d'avoir des tas de process qui nous empêchent de bouger. Il n'y a rien de pire que de se retrouver dans une espèce d'architecture invisible, faite de règles, de procédures, d'habitudes, qui font que finalement, je n'arrive plus à agir parce que je suis enserré dans ce cadre-là. Donc quatrième grosse mutation du travail, c'est vraiment cette question du contrôle, du système de contrôle et de son pendant l'engagement, avec ce double risque de Big Brother et Big Mother d'un côté, avec ses conséquences en termes de désengagement, de risque de désengagement fort de l'autre, et avec finalement ces deux pistes que sont de rééquilibrer les modes de contrôle au maximum et surtout de travailler sur les leviers d'engagement. La cinquième mutation qui se dessine dans le monde du travail, depuis quelques années, qui va crescendo, c'est la mise en scène.
c'est la mise en scène de soi et la mise en scène de son travail. La mise en scène de soi, ça se traduit par je tweete, je poste sur LinkedIn, je poste sur Facebook, je me prends en photo, je me poste sur Instagram. Et cette mise en scène de soi, évidemment, elle a une conséquence, enfin, elle a deux conséquences. Elle a une conséquence positive, quelque part, c'est qu'elle me permet d'exister, de me donner à voir, et finalement de rayonner là où j'aurais peut-être pas forcément pu rayonner il y a 15 ou 20 ans. Elle a en revanche un énorme risque, c'est qu'elle génère ce qu'on appelle de l'apicratie, et avec elle de l'apicondrie. Alors c'est deux néologismes inventés par des chercheurs, une chercheuse israélienne, Eva Elius, sur l'apicratie, et deux chercheurs, bizarrement d'ailleurs, de Pennsylvanie sur l'apicondrie. L'apicratie, c'est l'injonction à être heureux. Évidemment, à chaque fois que je me prends en photo, je fais pas la gueule. Je souris, je suis plutôt beau gosse. En tout cas, je fais en sorte. À chaque fois que je me mets en scène, je fais en sorte d'être un gars super. À tel point que, du coup, ça donne l'impression d'une société où tout le monde s'amuse, tout le monde est joyeux, tout le monde fait des trucs super. Ça, c'est l'apicratie, l'injonction à être heureux. Et cette injonction à être heureux, elle génère de l'apicondrie. L'apicondrie, c'est le fait de se sentir d'autant plus malheureux qu'on est exposé au bonheur des autres. Ce qui est logique, hein. Si je vois que tout le monde vit une vie formidable, la mienne est quand même pas toujours formidable. Et donc, il y a un moment où je doute de moi et où je me dis, bah, c'est terrible ce qui m'arrive. La mise en scène, c'est pas simplement la mise en scène de soi, c'est aussi la mise en scène de son travail et la mise en scène du travail. Moi, par exemple, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'ai des bureaux à République, que les bureaux étaient Instagrammables, parce que j'ai vu effectivement des photos de consultants qui se prenaient en photo dans les bureaux, et après qui m'ont dit, ouais, c'est super, là au moins, ce qui est bien, c'est que nos bureaux sont Instagrammables, c'est-à-dire qu'ils sont jolis, ils sont beaux, et que ça crée une certaine résonance, une forme de fierté dans l'esprit des gens qui y travaillent. Plus largement, l'intérêt de cette mise en scène du travail, qui prend différentes voies, qui prend la voie de la vidéo, la voie du son, la voie du pitch, ou encore la voie des nudges. Les nudges, tout le monde va... Certains, bon, voilà, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, vous allez, je vais vous donner un exemple, et tout le monde le connaît en principe maintenant, cet exemple, parce que celui-là est plutôt amusant. C'est le nudge des urinoirs dans l'aéroport d'Amsterdam. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je le raconte. À table, c'est pas très élégant, je m'en excuse par avance. Hein, on est à Amsterdam, et puis dans les toilettes des hommes, il y a des urinoirs, et comme dans toutes les toilettes des hommes, il y a des urinoirs, il y a de l'urine un peu autour, c'est pas très propre. Et donc, on cherche plein de solutions pour éviter ça. Pédagogie, amende, etc. Jusqu'au moment où il y a un designer qui a cette idée géniale de dessiner une petite mouche qui va mettre au fond des urinoirs. Et du coup, l'homme étant ce qu'il est, il vise la mouche. Je m'excuse pour nous, messieurs. Mais voilà, on est comme ça. Et donc ça, c'est un nudge. C'est bien l'idée d'induire un comportement vertueux sans le prescrire à l'individu. Et donc, par exemple, quand on devait remplir pendant le confinement une feuille, une autorisation de sortie, ce qui était assez absurde si on y réfléchit, c'était un nudge. On pouvait s'en signer 10, mais c'était un nudge qui visait à nous rappeler qu'il fallait plutôt rester chez soi. Et c'est effectivement un cabinet de psycho-comportemental qui avait imaginé cette espèce de formulaire. Et donc, on est quelque part entouré de nudge. Alors, je reviens à mon sujet de la mise en scène. Il s'agit donc de mettre en scène le travail. Par exemple, vous pouvez mettre en scène les accidents du travail. Vous avez une boîte qui travaille sur des roulants, qui a mis en scène, de façon assez gore, des taches de sang sur des rampes d'escalier, sur des miroirs dans les toilettes, avec des mains un peu ensanglantées. Ça, c'est une forme de mise en scène, et quelque part, c'est une forme de nudge. Cette mise en scène, elle présente du travail, elle présente un gros avantage quand même, c'est qu'elle a donné de la couleur au travail. L'idée de capter l'attention, c'est plutôt agréable. C'est plus agréable d'avoir quelqu'un qui capte l'attention, qui pitch, qui a des slides un peu jolis, que d'avoir quelqu'un d'un peu tristoun, évidemment. Et plus largement, on voit bien que de toute façon, nous-mêmes, si on ne capte pas notre attention, on a tendance à passer à autre chose. Et les standards sont de plus en plus élevés, évidemment, avec les YouTube et compagnie. Elle a évidemment aussi un gros inconvénient, cette mise en scène, c'est qu'elle crée du vide. C'est qu'assez rapidement, on markete tout, mais à force de tout marketer, on se concentre sur la forme et plus tellement sur le fond. Et donc, c'est pas ce qu'il y a de plus merveilleux. En tout cas, c'est pas ce qu'on peut espérer de mieux. Alors, malgré tout, face à cette mise en scène et cette injonction à la mise en scène, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Et donc, je pense qu'on a intérêt dans nos entreprises, malgré tout, à faciliter ce travail de mise en scène. Ça n'empêche pas de le réguler, ça n'empêche pas de le calmer pour éviter les effets marketing, mais quand même à le permettre. Ça veut dire un partage d'outils, un partage d'usages.
Quand je dis un partage d'usage, je vous raconte une toute petite histoire. Un jour, j'étais en vacances avec mes enfants. Je me prends en photo, ce que je fais jamais. Je fais un selfie, quoi. Et le soir, quand mes enfants voient la photo, en regardant les photos de la journée, ils éclatent de rire. Et, alors que la photo n'était pas marrante. Et je leur dis, mais pourquoi vous rigolez? Et ils me disent, mais t'es ridicule sur cette photo. Et je leur dis, mais pourquoi je suis ridicule? Et ils me disent, non, non, mais ça fait longtemps qu'on prend plus des photos comme ça, des selfies comme ça. Sachant que pour eux, longtemps, ça fait 6 mois. Depuis, je me suis jamais repris en selfie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des codes, il y a des usages, et que ça vaut le coup aussi, dans des entreprises notamment dans lesquelles la moyenne d'âge commence un peu à grimper, de travailler sur l'intergénérationnel et de travailler sur cette question-là si on veut pas en avoir, si on veut pas en retrouver sur le bord de la route. Et puis, la dernière grande mutation du travail, alors celle-là, j'allais dire, elle est plus de l'ordre de la fiction, et encore pas totalement, parce qu'on y est déjà un peu, dans une certaine mesure, mais pas encore beaucoup. C'est ce que j'appelle la tentation du corps éternel. La tentation du corps éternel, c'est quoi? C'est bon, la tentation d'allonger la vie. Bon, ça, on y est tous, hein, on espère tous que ça va tenir le plus longtemps possible. Mais c'est aussi et surtout la tentation d'acquérir des super pouvoirs. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi le transhumanisme, par exemple, hein, et même maintenant on parle de post-humanisme. C'est cette idée selon laquelle, de plus en plus, on peut augmenter l'humain à travers des organes qu'on va imprimer en 3D, ou à travers des puces, ou à travers des architectures en carbone qui vont permettre de courir plus vite ou de supporter des poids plus importants. On a deux fers de lance de cette vision un peu folle, utopique, diront certains, dystopique, diront d'autres, de personnages clés. Kurzweil, Raymond Kurzweil, qui travaille maintenant pour Google, qui présidait l'université transhumaniste de Munich et qui aujourd'hui dirige l'intelligence artificielle chez Google. Kurzweil, lui, s'est promis de faire revivre son père en 2029. Son père est mort il y a quelques années. Il a récupéré toutes les datas qu'avait produites son père et il est en train de le remettre en selle en estimant qu'en 2029, il sera capable de lui poser une question et son père lui répondra parce qu'il aura agrégé toutes les datas. Puis il y en a un autre, c'est Elon Musk, avec l'histoire des 3 petits cochons. Hein, il y a un petit cochon qui va bien, il y a un petit cochon à qui on implémente une puce et puis après on lui retire et on voit qu'il va bien comme avant. Puis un petit cochon par contre à qui on implémente une puce dans le cerveau et là on suit en fait toute son activité, toute l'activité de son groin, puisque c'est à travers le groin qu'il vit sa vie. Et là on est capable, on serait bientôt capable en tout cas d'agir sur son cerveau, d'orienter le cochon, etc. Donc là, on est vraiment au début du transhumanisme, mais pas besoin d'aller en Californie. La RATP travaille sur des t-shirts qui permettraient aux conducteurs, aux machinistes de se redresser quand ils commencent un peu à s'affaisser. Le ministère de la Défense vient d'accepter l'idée de mener des recherches sur le soldat augmenté, un soldat qui entendrait plus loin, qui verrait plus loin. Pour ceux de ma génération, ça peut rappeler un peu l'homme qui valait 3 milliards. Et je bosse avec des architectes qui travaillent aussi sur des textiles augmentés pour s'affranchir, parce qu'ils pensent qu'à terme, toutes les mesures de sécurité, toutes les normes HQE sont trop complexes, trop lourdes et qu'il va falloir travailler sur des vêtements. Bref, on sent qu'on y va et à chaque fois, on y va sur le même triptyque: réparation, protection, perfection. On nous vend d'abord de la réparation et on ne peut pas être contre. Qui peut être contre réparer la cécité d'un aveugle ou la surdité d'un malentendant? De la réparation, on arrive à la protection. Angelina Jolie, ablation des seins, on anticipe, on prévient, donc on se protège d'un risque imminent ou d'un risque possible. Et puis de la protection, on voit bien qu'on arrive vite à la perfection. Une fois que la technologie est trouvée, une fois que le modèle économique est installé, c'est tellement tentant de se l'acheter pour s'augmenter qu'il est probable qu'on ira vers ça. Alors là aussi, hein, en termes de conséquences, une bonne dose de plaisir à se sentir un peu plus fort, un peu plus surhomme quelque part. Évidemment, à l'inverse, ça fait peur. C'est une vision assez productiviste de l'humain, ça fait réfléchir. C'est le risque aussi de mettre le corps sous contorsion, de passer notre temps à totalement le remodeler. Et puis c'est évidemment surtout le risque d'avoir des surhommes et les autres. Il y a ceux qui pourront se payer certaines technologies et d'autres non. Et là-dessus, le seul rempart qu'on ait aujourd'hui trouvé, c'est de mettre en place davantage, enfin plus souvent en tout cas qu'avant, des comités éthiques, de mettre en place ce qu'on appelle une gouvernance des algorithmes, c'est-à-dire comment je mets sous contrôle tout ce qui pourrait
générer ce type de dérive. En conclusion, parce que je vois que j'ai plus que 3 minutes 40, en conclusion, ce que je voudrais dire de tout ça, je rappelle les 6 quand même pour qu'on les ait bien en tête, hein. 6 grandes mutations, le cerveau en tension, il faut le protéger, il y a nos 86 milliards de neurones. Le délitement du cadre spatio-temporel, il faut qu'on réinvente nos espaces et qu'on les remodèle et qu'on réinvente notre rapport au temps dans le travail. Le collectif et la socialisation qui, si on y prend garde, pourrait vite être mise à distance, trop confortable qu'on est dans une espèce de prison molle dans laquelle, avec 3 clics, on peut commander à boire, à manger, faire un apéro Zoom et compagnie. C'est pas très marrant, mais en tout cas, on l'a fait et on sait qu'on pourrait le refaire et ça peut être tentant. Big Brother, Big Mother versus engagement, 4e mutation. La mise en scène, 5e mutation. Et puis 6e mutation, celle qu'on vient d'évoquer, la tentation du corps éternel. Alors en conclusion de tout ça, ce qu'on peut se dire, c'est que 3 points. Le premier, je pense que plus que jamais, il va falloir être extrêmement vigilant et faire preuve d'inclusion parce qu'on est dans une centrifugeuse qui s'accélère, qui va de plus en plus vite. Et si on y prend garde, il y en a de plus en plus qui vont être sur le bord de la route. Et nous-mêmes, on pourrait bien l'être parce que dans une vie, on sait bien, surtout pour les plus anciens, que dans une vie, c'est rare qu'on ne traverse pas une maladie, une dépression, un divorce. Et si ce n'est pas nous, c'est quelqu'un qui est proche de nous et ça nous touche. Donc on n'est pas au top du top tout le temps. Donc je pense que cette question de l'inclusion, elle est plus que jamais d'actualité et centrale. Deuxième point, c'est que je pense que plus que jamais, il va falloir développer un esprit critique. Ça va tellement vite que si on ne développe pas d'esprit critique, on va gober ce qui nous arrive. Et si on ne pense pas, d'autres penseront pour nous. Donc je crois que la notion d'esprit critique et dans nos entreprises, être capable de débattre, de confronter, de ne pas être d'accord, de pousser des coups de gueule, je pense que c'est important et il faut le revendiquer plutôt que d'être dans une espèce de monde trop lisse qui fait qu'on prendra un peu tout ce qui vient comme ça vient. Et puis, troisièmement, je pense que au-delà d'inclure et au-delà de développer un esprit critique, je crois qu'on a intérêt à entrer dans une période d'expérimentation, d'expérimenter de nouveaux aménagements de nos espaces, d'expérimenter de nouvelles formes de collectifs, d'expérimenter aussi avec notre cerveau, d'expérimenter pourquoi pas avec du LSD en microdosing. Ça, je vous laisse faire, vous ferez ce que vous voulez. En tout cas, je pense que l'heure est à l'expérimentation. Il ne faut pas aller trop vite avec des solutions toutes faites, alors que c'est encore très chahuté, c'est encore très chaotique. Je pense que plus que jamais, il faut accepter de prendre le temps d'avancer par essai et erreur. Et finalement, en expérimentant, on fait bouger petit à petit les lignes. Et moi, c'est vrai que du haut de mes 53 ans, j'ai arrêté de croire au grand soir de la transformation du travail avec un monde qui sera absolument fantastique, libéré, où tout le monde sera à égalité et très heureux. Je ne crois plus à ce grand soir de la transformation, je crois plutôt à des petits matins. Et je pense que petit matin après petit matin, il y a matière à accompagner ces évolutions du travail. Voilà, merci de votre attention.